Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Belgocam 21 Web TV. Au sommaire de cette émission, le 6e sommet Union Européenne-Union Africaine qui s'est déroulé à Bruxelles le 17 et 18 février dernier. Pour en parler, je serai accompagné de M. Etoga Messina, qui est notre expert en communication corporate et marketing. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le sommet qui s'est déroulé à Bruxelles le 17 et 18 février dernier, Union européenne, Union africaine, s'est achevé avec un accord sur des points principaux évoqués par le président en exercice de la Commission européenne. Quel est votre regard sur ce 6e sommet? Mon regard, il est un peu mitigé parce que j'ai souvenance de la rencontre que le président Macron, en préparation à ce sommet, a eu à organiser dans son pays, je crois en 2021, où il a regroupé un parterre de chefs d'État africains pour discuter de la question économique, un sommet portant sur l'économie africaine. Et c'est en cela que je dis aussi que c'est juste une continuité pour mettre en application les décisions qui ont été prises à ce mini-sommet. Et donc ce sommet qui a eu le 17 et 18 n'est qu'à mon humble avis mitigé à mon endroit. Revenons sur les 8 points correspondant aux propositions de l'Union africaine. Et de parvenir à une déclaration orientée vers l'action. Dans cet esprit, je soumets à notre sommet 8 propositions comme contribution à la définition de notre nouveau partenariat. 1. Travaillons ensemble au renforcement de notre collaboration en matière de paix, de sécurité et de lutte contre le terrorisme à travers la Facilité européenne pour la paix. Sur la base de l'expérience acquise en Afrique de l'Est, en Afrique australe et centrale, la Facilité européenne pour la paix pourrait également soutenir les efforts des pays sahéliens et membres du processus d'Accra ainsi que du G5 Sahel face aux attaques des groupes terroristes. Mais surtout, ensemble, travaillons pour mobiliser le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la vocation est d'assurer la paix et la sécurité dans le monde, de s'investir sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Deuxième proposition, nous souhaitons l'appui de l'Europe pour accélérer le processus de réallocation des droits de tirage spéciaux. Nous saluons l'émission historique des DTS, 650 milliards de dollars, dont l'Afrique a reçu son quota de 33 milliards, pour atténuer en partie le choc de la crise sanitaire. C'était le premier objectif du sommet de Paris de mai 2021 sur le financement des économies africaines. En raison de l'impact profond de la crise sanitaire sur nos économies structurellement faibles, nous appelons à la réallocation de 100 milliards de dollars de DTS des pays riches qui y consentent, donc de l'Europe, entre autres, en faveur des pays africains, selon, bien sûr, des modalités à convenir. C'est ce qui nous rapprochera de l'objectif de 252 milliards de dollars dont l'Afrique a besoin d'ici 2025, selon le Fonds monétaire international, pour contenir le choc contre la Covid et amorcer sa relance économique. Troisièmement, nous plaidons pour l'assouplissement des règles de l'OCDE afin de mieux faciliter l'accès de nos pays au crédit export,
à des conditions de maturité plus longues et des taux d'intérêt plus soutenables, à la réduction également des coûts d'assurance. Ceci pour renforcer l'investissement et les échanges commerciaux entre nos deux continents. L'Afrique, je le rappelle, c'est 30 millions de kilomètres carrés, 1,3 milliard d'individus et des besoins de financement de l'ordre de 130 à 170 milliards de dollars par an, selon les estimations de la Banque africaine de développement, rien que pour les infrastructures. Nous sommes disposés à travailler avec nos partenaires européens à la mise en œuvre de l'initiative Global Gateway dans le cadre du programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, en cours d'exécution. Mesdames et Messieurs, la transformation structurelle du continent passe par la réalisation d'infrastructures routières, ferroviaires, autoroutières, portuaires et aéroportuaires, mais aussi par la réalisation de centrales électriques, par le gaz to power, pour donner l'électricité à 600 millions d'Africains qui en sont dépourvus. C'est aussi l'agro-business, c'est les plateformes industrielles et numériques. Bref, une Afrique en chantier qui trouve son compte dans le commerce et l'investissement. Cette Afrique-là pourra occuper sa jeunesse et offrir à ses partenaires davantage d'opportunités de co-construction, de croissance et de prospérité partagée. Dans le même esprit, explorons ensemble les possibilités de collaboration autour du projet européen de connectivité à haut débit par satellite en orbite basse. Je soutiens ce projet européen et c'est un projet que vous pourrez partager avec l'Afrique, car le devenir de notre partenariat se joue aussi dans le champ fertile du numérique, où s'exprime le talent de notre jeunesse créative et entreprenante. Quatrième proposition, nous souhaitons œuvrer ensemble avec l'Europe pour la révision des critères d'évaluation du risque d'investissement en Afrique. Pour l'Afrique, la perception du risque reste toujours plus élevée que le risque réel. Ce qui renchérit les primes d'assurance, pénalise l'investissement et réduit la compétitivité de nos économies. Des études récentes montrent qu'au moins 20% des critères de notation de nos pays relèvent plutôt de facteurs subjectifs, certains d'ordre culturel ou linguistique, donc sans relation avec les indicateurs de risque ou de stabilité d'une économie. Cinquième proposition, nous appelons à la simplification des formalités et procédures liées aux conditions de financement des projets, surtout en ce qui concerne le Global Gateway, dans le respect des règles de bonne gouvernance et de transparence. Trop souvent, ces formalités et procédures retardent la formulation et l'exécution des projets, ce qui fragilise l'action publique et suscite des attentes parfois déçues. 6. Agissons de concert pour un meilleur accès aux vaccins et le renforcement des capacités pharmaceutiques africaines. À l'épreuve de la pandémie Covid-19, l'Europe s'est montrée solidaire de l'Afrique par des dons consistants de vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX et à titre bilatéral. J'exprime notre gratitude et nos remerciements à nos partenaires européens. Mais l'Afrique est également engagée dans la production de vaccins anti-Covid, notamment avec un certain nombre de pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. D'autres comme le Sénégal, le Rwanda, le Ghana, entre autres, s'y préparent activement. Nous invitons l'Europe à soutenir ce nouvel élan pour le renforcement de nos capacités pharmaceutiques et biotechnologiques au-delà de la riposte anti-Covid.
7. Conjuguons nos efforts pour la protection du climat et la justice climatique. L'Afrique soutient l'accord de Paris sur le climat. Nombre de nos pays développent à ce titre des initiatives de protection et de restauration de la biodiversité dans le cadre du projet continental de la Grande Muraille verte. Pour un continent en retard sur le processus de développement et dont plus de 600 millions d'habitants vivent encore dans l'obscurité, la priorité pour nous, Africains, très clairement, c'est l'accès universel à l'électricité et l'industrialisation du continent. Et sur ce point, nous attendons beaucoup de ce sommet. Vous l'avez dit, il ne faut pas de langue de bois, mais sur les grandes attentes de l'Afrique, nous vous attendons sur la question énergétique, sur la transition énergétique. Je vous l'ai dit, 600 millions d'Africains sans électricité. Le continent a besoin d'électricité. Le continent a besoin de valoriser ses ressources naturelles. On attend de l'Europe une solidarité sur ce point très précis. Voilà pourquoi nous sommes pour le maintien du financement de l'industrie gazière et pour les hydrocarbures, pour une transition énergétique juste et équitable, tenant compte des besoins et contraintes spécifiques du continent. 8. L'Afrique appelle au rapatriement de son patrimoine. La restitution des œuvres africaines reste une priorité élevée pour nous parce qu'elles font partie de notre identité civilisationnelle. Si nous voulons bâtir une nouvelle éthique relationnelle Europe-Afrique, fondée sur le respect et la reconnaissance de la vérité historique, il nous faut conforter le travail déjà entamé dans le sens des recommandations du rapport Savoy-Sarr. Monsieur Toga, si l'on prend la lutte contre le terrorisme, l'Europe s'engage à soutenir l'Afrique. Est-ce qu'il faudrait croire à la fin du terrorisme en Afrique? Non, non, l'Europe ne saurait s'engager à soutenir l'Afrique pour mettre fin au terrorisme, entre guillemets, parce qu'il y a des supputations qui tendent à montrer que c'est la mamelle nourricière du terrorisme est engendrée, ou alors c'est l'Occident. Parce que il y a des théories qui tendent à montrer que le terrorisme est importé d'un point à un autre, et avec ce qui s'est passé en Syrie, le terrorisme a été déporté de là pour la Libye, la destruction de la Jamaïque libyenne, c'est l'introduction du terrorisme dans le Sahel. Et vous voyez que les Européens, entre guillemets, la communauté internationale est venue apporter son soutien, soi-disant qu'elle combat contre le terrorisme. Est-ce que la question fondamentale, à mon humble avis, est de savoir est-ce qu'on peut combattre contre un phénomène social ou alors combattre contre les individus qui animent ce phénomène social. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut combattre contre le terrorisme qui n'est qu'un mot, on constate qu'il y a le terrorisme, mais il faut combattre les terroristes qui permettent de considérer que le phénomène social qui existe là est catalogué comme terrorisme. Mais la communauté internationale ne combat pas les terroristes, elle combat le terrorisme. Et dans ce cas-là, comment identifier, c'est un peu fort mitigé l'implication de la communauté internationale dans la volonté de diminuer ou alors d'annihiler le terrorisme dans notre continent. Et donc je pense que c'est avec le rapport, je pense qu'on est parti pour encore beaucoup d'années si nos armées ne se reformatent pas pour eux-mêmes prendre en charge leur avenir. Les droits de tirage spéciaux, c'est l'un des accords majeurs de ce sommet. L'Europe, par la voix du président d'exercice de la Commission, Emmanuel Macron, a affirmé qu'il s'agit d'un droit de tirage partiel. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi un droit de tirage partiel.
Oh, oui, ici, là, on peut mettre en lumière le fait qu'il utilise le vocable partiel. Moi, à mon humble avis, quand il faisait des recherches sur la question, je me suis dit, ben, au sommet dont je parlais, au mini-sommet qu'ils ont organisé à Paris, ils ont fait vœu de mobiliser non plus les 34 milliards qui étaient destinés à l'Afrique, mais doubler ou tripler la somme pour atteindre les 100 milliards, qui permettrait à ce que ces fonds soient reversés aux pays africains pour combattre ou alors mener à bien la lutte contre la pandémie à coronavirus. C'est en ce sens-là que les droits des tirages spéciaux ont été même évoqués par le Fonds monétaire international, qui est à la source ou à l'origine de cette action économique. Et donc, s'il évoque partiel, on peut supposer, selon moi, que les fonds n'ont pas été regroupés dans son entièreté, et il a parlé, je crois, de 20%, et c'est partiel, donc on peut supputer dans beaucoup de sens, mais je pense que l'origine, c'est au mini-sommet qu'ils ont organisé à Paris, où ils ont promis à l'Afrique de mobiliser la communauté internationale à ce que leurs droits de tirage spéciaux qui devraient être subdivisés à hauteur de 16 milliards de dollars, dans les 16 milliards de dollars, 82% de ces 16 milliards de dollars étaient destinés aux pays qui reversaient le plus. Il faut le dire, dans ce droit de tirage spéciaux que le FMI a mis en place pour venir en aide aux États, ceci en relation au fait qu'il y a une certaine augmentation de l'économie dans différents pays. Donc c'est une monnaie, d'abord le tirage spéciaux, c'est une monnaie internationale virtuelle, c'est pas du cash comme... et ça a été créé pour remplacer l'or. C'est par rapport à cela qu'ils ont mis en place. Maintenant, ils l'utilisent pour venir en aide à différents pays, tels que les pays africains. Et donc, si Macron utilise partiel, moi, à mon humble avis, c'est parce qu'il a fait vœu de mobiliser 100 milliards pour venir en aide à l'Afrique. L'Afrique souhaite l'assouplissement des règles d'organisation de coopération et de développement économique. 130 à 170 milliards de dollars de besoins uniquement pour les infrastructures. 600 millions d'Africains dépourvus d'électricité. Est-ce que l'on assistera à une arrivée massive de multinationales sur le continent africain? Oh, oui, il y a une grosse bataille, qui est en train de se mener. Mais je ferai d'abord un parallèle sur la question qui me fut posée en relation avec le terrorisme. Vous voyez, et cela, je veux montrer aussi par là que l'implémentation ou l'arrivée des multinationales sur le continent africain n'est que le corollaire de l'influence que chaque pays de l'Occident a sur les pays dans lesquels elle veut s'installer. Et donc c'est un moyen d'influence et c'est un moyen de négociation qui permettrait à ceux-là de gagner des marchés sur le territoire. Et quand je le dis, vous voyez, le terrorisme c'est le moyen de contrôler les économies africaines, à mon sens. Parce que tout récemment, aux dernières nouvelles, il y a eu des militaires français, des légionnaires français qui ont été, en partance pour lutter contre le terrorisme, se sont retrouvés à Manu Militari parce qu'il est supposé, pour l'instant il est supposé, bien que l'ambassade de la France en Centrafrique a démenti l'information selon laquelle les légionnaires français ont essayé d'attenter à la vie du président de la RCA, Faustin Archange Touadéra. Et vous voyez que là, on vient pour combattre le terrorisme, mais on se retrouve à pratiquer le terrorisme. C'est pourquoi l'arrivée des Russes maintenant, avec son apport dans le maniement ou bien dans son infrastructure militaire, permet aux États de lutter, de faire alors maintenant une lutte anti-insurrectionnelle ou alors une lutte antiterroriste. Cela met à mal les anciennes puissances qui ont considéré l'Afrique comme leur marchepied, et donc ça ferait tout ce brouhaha dans les différentes sous-régions. Vous avez la région du Sahel qui est mise à sac, vous avez l'Afrique centrale qui tend à se stabiliser.
la situation, non pas en tant qu'individu, mais en tant que